Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du Café des Transidentités et aujourd'hui on part à la rencontre de Jonas Benhamed. Salut Jonas, Bonjour Maxence. je te remercie de venir partager déjà ton histoire avec nous dans le Café des Transidentités et je vais te laisser nous dire un peu qui tu es, te présenter. Jonas Benhamed, comme tu viens de le dire. J'ai 30 ans et je suis acteur. Du coup t'as pas toujours été acteur je suppose, et comment elle a démarré cette grande aventure? Par une annonce Facebook que j'ai découverte un soir d'insomnie sur un groupe privé de mecs trans et sur laquelle un mec disait regardez, il va y avoir un personnage trans dans une série, et l'annonce parlait d'un personnage trans dans une série télévisée sur France 3. On a tous compris que c'était Plus belle la vie, même si c'était pas cité sur l'annonce. Et ouais, c'était un moment donné de ma vie où je me suis posé la question, comme c'était le rêve que j'avais depuis tout petit d'être acteur, mais que j'avais abandonné parce que justement j'étais trans et je me suis dit que c'était impossible de percer ce plafond de verre, quoi. Donc j'avais abandonné un peu ce rêve, et au final c'est lui qui me rattrape 8 ans plus tard. Et du coup j'ai interprété c'est ça qui était intéressant avec ce personnage, c'était la première fois qu'on allait avoir un personnage trans dans une série télévisée grand public, interprété par une personne trans, et c'est pour ça que ça avait fait pas mal de bruit à l'époque, c'était en 2018. En fait, c'était quelque chose d'assez fou, en fait, d'introduire la transidentité dans le foyer de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, en fait, avec France 3. Ça a ouvert des portes à plein de gens, des outings facilités. Enfin, même encore aujourd'hui, je vois des messages de personnes qui viennent me dire sur les réseaux sociaux j'ai voulu m'outer auprès de mes grands-parents, mais ils m'ont dit pas la peine, on a tout vu sur Plus belle la vie. Et c'est ça qui est fou, de se dire en fait, ce rôle, j'avais envie de le faire aussi parce que on est de la même génération, donc tu sais très bien qu'on n'a pas eu de représentativité, nous, à cette époque-là, des personnages trans, ça n'existait pas. Je me suis dit que c'était le moyen d'être ce personnage que j'ai pas eu en étant gosse, et clairement, c'est ce qui s'est passé, quoi. Ce personnage, il a eu un effet fou, non seulement sur la communauté, en effet, mais aussi sur la compréhension des personnes cis, en fait, sur la transidentité, et je trouve ça vachement ouf. Le pouvoir de la fiction, c'est entre autres pour ça que j'aime autant le cinéma. Il a un pouvoir d'identification grâce à l'incarnation, en fait, du personnage. Je sais pas ce qui se passe dans nos têtes, mais quoi qu'il en soit, ça nous permet de comprendre plus de choses que des fois où tu vois bien que la transidentité elle est mal comprise par les gens. Et je me vois très bien m'outer auprès de personnes à l'époque, avant même d'être acteur, et qui me disaient ah, je pensais que la transidentité c'était les ladyboys. Oui, entre autres, mais c'est bien plus complexe que ça. C'est un terme parapluie, la transidentité. On devrait d'ailleurs, comme tu le dis très bien, les transidentités. Donc mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que tu te souviens du moment où t'as pris conscience de ta transidentité? Alors oui, mais j'avais pas les mots. J'ai compris à 4 ans qu'il y avait quelque chose qui clochait par rapport au genre. Je l'ai compris parce que j'avais un meilleur ami qui s'appelait Maxime et une meilleure amie qui s'appelait Charlotte. Et je voyais bien que le corps enseignant, le corps administratif, les parents voulaient me faire jouer avec Charlotte, voulaient m'assimiler en fait au même statut sociétal que Charlotte. Et je voyais bien que c'était pas en celui-ci que je me reconnaissais, c'était en celui de Maxime. Et j'ai tout essayé pour copier ses codes, pour qu'on comprenne que j'étais un garçon comme Maxime et pas une fille comme Charlotte. Déjà à 4 ans, 5 ans. Mais c'est plutôt à 6 ans que j'ai compris que c'était un fait, que la société me prenait pour une fille, que je pouvais rien y faire. Donc s'en est suivi tristement à 7 ans ma première tentative de suicide. Où, je sais pas, je pense comme beaucoup d'enfants trans, j'ai pensé que en mourant, à ce moment-là, j'allais me réveiller dans le bon corps. Tristement, hein, c'est triste, hein, bien sûr que à 7 ans, t'y crois dur comme fer. Hein. J'ai été empêché par des amis à ce moment-là de ma vie, et fort heureusement d'ailleurs. Mais s'en est suivi plusieurs tentatives, parce que tu comprends qu'il y a un mal-être, tu comprends que c'est ça. Tu crois être le seul, tu crois être un monstre, t'as envie d'être comme les autres petites filles, comme on veut que tu sois, quoi. Mais tu vois bien que ça ne marche pas, tu n'y arrives pas. Et là arrive la puberté. J'étais surtout en conflit avec ma mère. Donc à un moment donné de la puberté, vers mes 15 ans, j'ai décidé de vouloir être la fille qu'elle voulait que je sois. Ça a duré 2 mois parce que j'ai vu que ça n'a pas changé grand chose entre nous, malheureusement. Donc je suis redevenu moi-même, et tout en gardant le secret. J'avais 15 ans, je pouvais pas en parler autour de moi, c'était compliqué. Ni à mes parents, ni à mes frères, parce que j'ai 2 petits frères, mais ni à mes amis. Je savais bien qu'ils allaient pas comprendre. Je traînais avec une bande de gars, clairement ils auraient pas compris. Et
C'est d'ailleurs marrant parce que je suis en train de penser qu'il y a toujours eu le théâtre à côté, dans ma vie, dans toutes ces étapes de ma vie, et j'ai toujours eu des rôles de garçon sur scène. Mon tout premier rôle, c'était Scapin dans Les Fourberies de Scapin. C'est quand même drôle de se dire ça. Et tout du long, j'auditionnais toujours pour les rôles de garçon et on me les donnait, on me les accordait, quoi. C'est assez fou de se dire que il y a peut-être le corps enseignant voyait peut-être des choses en moi que le reste de la société ne voulait pas admettre. Mais voilà, j'arrive à 15 ans, je suis dans une comédie musicale où encore une fois je joue un rôle vachement masculin. Mais impossible de le dire à personne, quoi. C'était clairement pas possible pour moi. Mais j'ai eu un ami entre-temps qui, à 14 ans, m'avait parlé à l'époque, évidemment, de transsexualisme. J'avais 14 ans, c'était il y a plus de 15 ans. Et il m'a dit, tu devrais aller voir, je pense que ça te parlerait. Et j'avais déjà internet à la maison et tout, donc je suis allé voir et en effet, j'ai trouvé des résonances, j'ai trouvé un forum. Et j'ai vu des choses qui faisaient sens en moi, donc j'ai eu peur. Et j'ai tout fermé et tout nié en bloc en essayant de me convaincre que j'étais normal, parce que je trouvais ça anormal du coup. Mais j'avais une partie de moi qui était rassurée en me disant que ça existait. Et en gros, dans ma tête, je me suis dit, ok, le jour où t'as 18 ans, tu pars aux États-Unis faire ta transition. Je pensais qu'il y avait que là où c'était possible de faire sa transition à l'époque. Je mets le truc de côté, tout jusqu'à mes 16 ans où ça commence à devenir de plus en plus pesant, la puberté, hein, et puis le lycée. J'ai pas eu de problème d'intégration au lycée, j'ai toujours été un gamin populaire et jamais eu de problème avec les élèves. C'était plutôt avec le corps enseignant, c'était compliqué par moments. Pas tous, heureusement, j'ai eu des professeurs géniaux et magnifiques. Je pense qu'ils me suivront tout au long de ma vie. Heureusement qu'elles aient été là. Clairement, la puberté fut compliquée. Et c'est là où, en effet, je rencontre le Forum Vert à 16 ans, 17 ans, et où je vois que, en effet, d'autres personnes comme moi existent en France aussi, que la transition est possible en France aussi. J'ai pas besoin d'aller m'exiler aux États-Unis et trimer pour sortir les centaines de milliers de dollars qu'il faut pour faire une transition là-bas. Donc, je suis assez rassuré, mais je me dis, 17 ans, je suis pas majeur, mes parents me laisseraient jamais faire quoi que ce soit. Mes parents savaient que cette nouvelle, ils allaient pas l'accepter. Donc j'ai attendu mes 18 ans pour être responsable et majeur. Donc je demande à ma mère à 18 ans si elle accepte que j'aille voir un psychiatre. Et comme ça faisait depuis mes 16 ans qu'elle voulait que j'aille voir un psychologue, elle a accepté, dubitative, mais elle a accepté. Et c'est au bout de 3-4 séances, ouais, fin mai là, le dernier week-end de mai, je m'en souviens. Elle s'assoit en face de moi dans la cuisine au petit déjeuner. Et elle me dit, pourquoi tu vas voir un psychiatre? Et dans ses yeux, j'avais compris qu'elle avait compris. Je pouvais pas nier, c'était pas possible. Donc je lui ai dit, bah, tu sais pourquoi? Et elle m'a dit, bah, je te laisserai pas faire. Et le petit coin arrogant que j'étais lui a répondu, bah, c'est ce qu'on verra. S'en est suivi des complications à la maison, t'imagines bien, c'était l'apocalypse à la maison. Mon père ne prenait pas trop parti. À l'époque, je pensais qu'il comprenait pas ce qui se passait, mais en fait, si, il était très conscient de ce qui se passait, mais il a jamais été dans l'imposition de quoi que ce soit. Mon père, ça a toujours été soit qui tu es. Par exemple, pour l'acting, moi je voulais faire des études d'acting, mon père m'aurait laissé, ma mère c'était hors de question. J'ai fait une fac de sciences du langage après le bac pour faire plaisir à ma mère, parce que de toute façon je pouvais rien faire d'autre, elle m'aurait rien laissé faire d'autre, c'était pas possible. Mais je rentre dans cette fac de sciences du langage, et c'est là où ça se complique vraiment avec mes parents, les deux, où ma mère elle parle beaucoup de ce qui se passe à mon père qui était en déplacement à l'époque, et il m'appelle un mardi soir, je venais de faire ma rentrée, on était en octobre 2010, et il me dit, bah voilà, c'est soit, en gros, hein, tu deviens la fille qu'on a eue, soit, tu t'en vas quoi. Il m'a laissé jusqu'à vendredi. On était un mardi du coup, quand il rentre de déplacement pour mettre mes idées en ordre. Et bien entendu, quand il est rentré, je lui ai dit que je pouvais pas aller à l'encontre de mon être, de qui j'étais. Il m'a dit que je savais ce qu'il me restait à faire. Hein. Et j'ai pris mes affaires et là ça a été un peu la galère et tout. J'étais en couple à l'époque, heureusement d'ailleurs qu'elle était là dans ma vie. Elle m'a vachement soutenu dans ma transition. Elle a vachement été présente, mais clairement, à l'époque, je me suis retrouvé au début dormir chez mon meilleur ami de l'époque qui dormait dans une chambre étudiante. C'était vraiment la galère. C'est là où justement ma belle-mère, du coup, la maman de mon ex, m'a gentiment accueilli à son domicile pendant plusieurs mois, nous a trouvé un appart après. Et là, enfin, j'ai pu recommencer les démarches de transition. Parce qu'entre temps, bien sûr, je suis plus allé voir le psychiatre, même si j'avais eu le papier pour les hormones et tout. Je pouvais pas continuer en privé, j'avais pas d'argent, quoi. Et ma bourse d'étudiant de 121 € n'allait pas m'aider à faire grand chose. Donc c'est vraiment grâce à la maman de mon ex et mon ex que ma vie se stabilise un peu à ce moment-là, et j'habitais en banlieue lyonnaise, du coup, à Pierre-Bénite. Donc là, je recherchais un endocrinologue, puisque j'avais déjà le papier du psychiatre. Et le plus proche, c'était un à Lyon-Sud. Et c'est là où je décide
d'y aller, tu vois, sans trop me poser une question. Hein. Je me suis pas dit hôpital public, hôpital privé, je connaissais rien à l'époque, on est en 2010 les gars. Mais voilà, la rencontre se passe bien, mais il m'explique que lui, voilà, il opère en public, donc avec d'autres praticiens, et donc avec mon papier du psychiatre, comme il est du privé, il suffit pas, il faut vraiment aller voir tout le protocole et tout, comme c'était à l'époque, quoi. Mais il m'a dit, vous avez bien sûr le choix de continuer en privé. Nous, l'avantage qu'on a, le plus gros par rapport au privé, c'est la prise en charge. L'étudiant fauché que j'étais ne s'est pas beaucoup posé de questions. Mais il a eu beaucoup de chance d'avoir cet hôpital lyonnais avec cette prise en charge-là. À l'époque, elle était un peu rude. Hein. Je me suis un peu frité avec le psychiatre, on va pas se mentir. Hein. J'ai pris un an de retard. Enfin bref, ce sont des histoires un peu saugrenues et cocasses. Mais voilà, je suis tombé sur des chirurgiens comme Nicolas Morel-Journel. Ce docteur-là, il est aujourd'hui, c'est une amitié qui est née au-delà du parcours d'accompagnement qu'il m'a offert. Même sa secrétaire, Mireille, mais c'est une femme que j'estime, que j'adore. Et même elle ne sait pas qu'elle m'a sauvé la vie à un moment donné. Ou à un moment donné en 2012, et j'ai voulu tout arrêter à la même époque, il y a 10 ans, je dormais dehors. Hein. C'est fou de se dire ça. Mais ouais, j'ai rencontré des personnes qui m'ont clairement accompagné, qui m'ont pris la main, et j'avais besoin de ça. En privé, j'aurais pas pu, parce que je suis vraiment pas doué. Quant à l'administratif et les trucs comme ça. Donc clairement, j'ai eu le protocole du Grétis qui m'a tenu la main et qui m'a accompagné lors de chaque étape. Et heureusement qu'ils étaient là pour moi. Je dis pas qu'on est tous à même d'accepter ce genre de règles. Moi, ces règles-là m'allaient très bien à l'époque. C'est tout ce chemin qui m'a permis d'être bien avec moi-même et d'oser cette audition de Plus belle la vie et de continuer en fait ce parcours d'acteur où tu dis c'est fou de se dire à 18 ans j'ai tout rejeté, j'ai arrêté l'acting, enfin j'ai arrêté le théâtre, j'ai arrêté tout ce que je faisais en lien avec ça en me disant qu'on voudrait pas de moi parce que j'étais trans et que même si j'arrivais à le cacher, tout se sait. Et au final, entre-temps, grâce aux proches que j'ai eu aussi, j'ai pas parlé de mes amis, mais heureusement qu'ils étaient là. Mon ex, mais mes amis aussi, ils ont eu une grande présence dans ma vie. Ils m'ont clairement permis de... ils m'ont donné un espace safe sans me poser aucune question. Ils m'ont pris en Jonas en fait, et ils m'ont posé aucune question à aucun moment. Et ça m'a permis vraiment de moi d'accepter ma transidentité, de mettre des mots dessus, sans en avoir honte, et au contraire avec une fierté qui m'animait, parce qu'eux m'ont montré qu'ils étaient fiers de moi aussi. Ils m'ont accompagné pendant tout le parcours aussi, ils étaient là à mes opérations, ils venaient à l'hôpital. J'ai eu cette chance d'être lyonnais, donc d'avoir des amis lyonnais qui pouvaient venir me voir quand j'étais hospitalisé. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de faire la même chose par exemple avec toi. Hein. C'est pour ça que je suis venu te voir à l'hôpital. Quand tu t'es fait hospitaliser, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés entre autres. C'est parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir des amis sur place. Et dont une, ça fait 15 ans, on se connaît aujourd'hui. Et elle m'a connu. J'étais plus en questionnement, je savais qui j'étais à 15 ans, mais j'avais pas les mots et elle m'a vraiment accompagné. C'est la seule personne dans ma vie qui connaît toutes les étapes de ma vie, qui a vraiment accompagné mais toutes les étapes de ma vie. Mon père, ça a été compliqué pendant 4 ans, mais après, un jour il est revenu. C'est ça qui est fou, hein. Il est né au Maroc, mon papa. Pourtant, il est venu, il m'a dit, tu sais, j'ai lu Freud, la psychanalyse, tout ça et tout. Je voulais juste te dire que je te comprenais et que t'étais mon enfant. Et c'était tout ce qui comptait en fait, et ça c'était vachement beau. Avec ma mère, ça a été... encore récemment, c'était encore compliqué, ça l'est toujours, hein. Ça fait 11 ans qu'on se parle plus. Mais récemment, elle m'a appelé, sorti de nulle part, en me demandant comment j'allais. Donc, comme quoi, hein, même au bout de 11 ans, il y a encore de l'espoir. Hein. Ça veut rien dire. Après, on n'a jamais été très très proches non plus, donc c'est pas non plus ce qui m'a fait le plus souffrir, mais mine de rien, c'est compliqué quoi. Elle fait ses petits pas et tout, et par exemple, petite victoire perso, mon père m'a appelé il y a 2 jours pour me dire que le livret de famille a été refait et il est arrivé en mairie. Donc, quand tu te dis tu vas être inscrit sur le livret de tes parents en tant que leur fils, surtout dans mon cas où ça a été vachement compliqué avec ma famille, c'est fou. Par contre, avec mes frères, ça a été magique. Quand j'ai fait mon coming out, ils avaient 12 et 8 ans. Celui de 12 ans m'a dit ok, si c'est comme ça que tu te sens bien, y a pas de problème, mon frère. Et il m'a soutenu de ouf parce qu'il savait qu'avec les parents, ça allait être compliqué. Et même à l'époque, des fois, il me sortait à manger, il me sortait des fois des sous pour que je m'achète à manger. Il est vite devenu adulte, ce petit, à cause de moi. Et celui de 8 ans, il m'a dit, je comprends pas, t'es déjà mon grand frère. Il me percevait déjà, en fait, comme un garçon. Il est génial, ce petit. Les deux, hein. Heureusement qu'ils étaient là. Souvent, les enfants, ça se passe mieux. Hein. Clairement. Et c'est fou de se dire aussi, du coup, que on voit d'où tu es parti dans ta relation avec tes parents. Et de se dire que des années après, vraiment des années après, tu as ce premier pas de ta maman. Enfin, c'est fort. Ça va peut-être donner de l'espoir justement à d'autres, en fait, de voir que tout est possible finalement. Au bout de 11 ans, presque 12, hein, on a 11 ans et demi, hein, et mine de rien, il n'y a rien qui est impossible. Après, ça va toujours pas.
Mais par exemple, là, on enregistre aujourd'hui, demain c'est la fête de mère, j'appelle ma mère. Pour la première fois depuis 11 ans. C'est quand même fou de se dire ça, quoi. Après, voilà, je me suis toujours dit ça en me disant, ça me rendrait triste que ça soit trop tard, qu'elle se rende compte, mais elle finira par se rendre compte de quelque chose. Ma mère, elle est pas bête, elle est née ici, contrairement à mon père. C'est ça qui me choquait le plus, qu'elle elle avait eu une éducation que mon père n'avait pas eue, et pourtant, quand une de mes amies est devenue maman, j'ai compris beaucoup de choses aussi, vis-à-vis de ma transidentité par rapport à ma mère, et j'ai pris beaucoup de recul aussi par rapport à tout ça. C'est pour ça que, comme je dis, hein, laissons le temps au temps. Hein. Bon, c'est long, hein. Il y a des fois je pétais des câbles, hein. Me dire, ouais, ça fait 8 ans, on se parle pas, c'est quand même grave, quoi. Le temps, il passe, mais en vrai, il faut laisser le temps au temps. Mon père m'a avoué, il y a quelques jours, du coup, que c'est elle qui a initié le livret de famille, c'est même pas lui. Donc, comme quoi, on parle d'égalité, on parle d'équité, c'est même pas ça, en fait, c'est on veut de la justesse. Moi, c'est ça que je réclame aujourd'hui, que ce soit en termes de papier, on ne devrait pas avoir autant de démarches judiciaires, hein, parce qu'on va au tribunal, hein, mine de rien, pour changer de papier, ben, on ne devrait pas avoir à faire ça. Pour moi, on devrait avoir à aller en mairie et aller voir un officier de l'état civil, car il est très compétent pour changer un état civil, puisque c'est lui qui le change, après tout. Mais pareil pour l'emploi, quel qu'il soit, que ce soit dans le cinéma ou peu importe l'emploi, accès aux soins aussi, on n'en parle pas, mais l'accès aux soins, psychiatrisation ou pas, la question elle est même pas là en fait, la question elle est accès aux soins. On a la chance d'être dans ce pays, en France, où les soins peuvent être pris en charge grâce à l'ALD. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte en fait, que ça continue à être comme ça et que ça bouge pas. Hein. Pour moi, c'est ça les choses importantes. Et que ça continue même à être plus pris en charge, même par rapport au privé. On devrait avoir des systèmes plus allégés et moins contraignants par rapport aux caisses primaires d'assurance maladie, parce que ça, tristement, c'est propre à chaque région. J'ai appris ça, ça m'a aberré. Mais voilà, que ça soit pas la galère pour des personnes qui passent par le privé, parce que clairement, le privé, c'est pas juste parce que t'as envie d'aller dans le privé, quoi. Beaucoup vont dans le privé parce que, ben oui, les délais d'attente sont moindres par rapport au public, clairement moindres. Tout à l'heure, on en parlait, par exemple, des délais de Nicolas Morel-Journel à Lyon Sud, ça s'élève jusqu'à 6 ans aujourd'hui. Mais bien sûr que c'est pas tenable quand t'es en dysphorie. Je dis pas que toutes les personnes trans sont en dysphorie, attention, hein, rien à voir. Mais que quand t'es une personne trans en dysphorie, tu peux pas te retrouver face à un chirurgien qui dit allez, à dans 6 ans, bisous, bien sûr. Allez. Là, c'est compliqué quand même. En fait, voilà, il faudrait. Ce qu'il essaie de faire Nicolas, Morel Journal, très activement depuis des années, c'est-à-dire former de nouveaux chirurgiens à droite à gauche, que ce soit en France ou même ailleurs. Je trouve ça, voilà, génial pour désengorger les hôpitaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir plus de soignants, plus de praticiens dans ces domaines-là, en fait, qui nous accompagnent avec bienveillance, bien sûr, mais ça, c'est une autre histoire. En fait, si on parle de la santé et du soin dans les parcours, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les prises en charge, et la sensibilisation du corps médical Clairement. sur le sujet des personnes trans. Enfin, franchement, je pense que c'est un énorme travail à faire. Je t'avoue que je m'en suis rendu compte en entendant autour de moi, par les groupes, etc., ou même par toi, hein, quand on en discute par moment, parce que moi, ma prise en charge a été exceptionnelle, en fait. Mis à part une action transphobe, et encore, la transphobie est liée au fait que je sois racisé. Dans le sens où c'était une infirmière qui était racisée elle aussi, et du coup elle s'est permis de me dire que c'est haram, que le paradis il est sous les pieds de ma mère, que tu te rends compte ce que tu fais à ta mère, je venais de faire ma phalloplastie. T'as envie de lui dire, au pire c'est trop tard, pourquoi tu m'en parles maintenant? pourquoi tu me donnes ton avis que je n'ai pas demandé en fait, c'est ça le problème. Qu'elle pense ça, pour moi c'est pas un problème. C'est sa pensée, ça me regarde pas. Mais du moment qu'elle émet sa pensée, qu'elle m'impose sa pensée, ça devient un acte transphobe et il est là le problème. Où en effet du coup tu te rends compte qu'il y a besoin de beaucoup d'éducation, mais elle vraiment c'était lié au fait qu'elle soit racisée que moi aussi. Il n'y a eu que ça. Sinon, j'ai eu vraiment une prise en charge exceptionnelle et pour moi même, c'était normal en fait. C'était la normalité, c'était la base. Moi, je trouvais rien d'exceptionnel. C'était genre, c'est ça la prise en charge hospitalière quoi. Et c'est en te rencontrant d'autres personnes trans sur les réseaux sociaux, etc., que je me suis rendu compte en fait de la chance que j'avais déjà de n'avoir eu aucune complication dans ce parcours de transition hormono-chirurgicale, hein, parce que j'ai fait des chirurgies lourdes, mine de rien. Et il s'est rien passé. Merci l'univers de veiller sur moi. Ça, c'est quelque chose de fou. Hein. J'ai beaucoup de chance et j'en ai pleinement conscience. Mais au-delà de ça, et je pense que ça y participe, c'est que j'ai été bien entouré, que ce soit par mes amis, mais par le personnel hospitalier, clairement. Il était clairement présent et comme il le fallait, quoi. Donc, j'ai eu cette chance-là que visiblement
on, et c'est pas normal. L'inverse devrait être normal. On devrait tous connaître ce que j'ai connu en fait. Ouais, mais bon, en même temps, ça fait plaisir d'entendre que pour certains ou Bien certaines, sûr. ça s'est très bien passé. Mais voilà, comme j'aime le rappeler en conférence, clairement, je le dis toujours, une bonne transition, c'est une transition accompagnée. Pour moi, c'est ça le secret d'une bonne transition. Si on peut dire bonne dans le sens où tout se passe bien pour la personne, quoi. Peu importe ce qu'elle fait dans sa transition, du moment qu'elle est accompagnée, pour moi, ça se passera bien. Et toi, du coup, ton soutien, tu l'as trouvé par tes amis et Clairement, par oui. aussi le corps médical. Est-ce que tu veux nous parler de tes projets? Bah, du coup, Divertimento, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais ça va sortir. Donc c'est un long métrage qui parle en fait, c'est un petit bout de l'histoire, un petit bout de la grande histoire de Zaya Ziwani, qui est une femme chef d'orchestre. Il y en a si peu en France, mais si peu dans le monde aussi. Moi j'aimerais me mettre aussi à la réalisation un jour, mais ça c'est une autre histoire, un autre chapitre, un autre livre même. Donc on verra bien. Après il y a toujours A Good Man en DVD si vous voulez découvrir une belle histoire d'un jeune homme qui décide de porter son bébé parce que sa femme ne peut pas. Est-ce que tu as souvenir des réactions un peu marquantes que tu as pu avoir quand tu as dit que tu étais une personne transgenre? J'ai une belle histoire. C'est à l'époque où je travaillais dans une station-service et j'avais un client régulier qui venait mettre de l'essence très souvent. Il était gitan. Et on s'est liés d'amitié. Déjà, c'est très rigolo de voir un gitan et un arabe traîner ensemble. Et on traînait tout le temps ensemble. Et il s'avère qu'il avait des voisins de la maison d'à côté, un couple gay. Et il tenait des propos homophobes tous les jours. Et je disais rien. Parce que j'avais peur pour ma propre transidentité en fait. Et je me souviens un jour on était sur l'autoroute, en plus grand malade que je suis. Je lui dis ça dans la voiture. Et un jour je lui dis qu'avant c'était autrement et qu'aujourd'hui c'est comme ça. Il m'a pas cru au début, qu'il a cru que je rigolais. Et après, il a bien vu que j'étais sérieux. C'est lui qui m'avait dit je pensais que la transidentité c'était que les ladyboys de Thaïlande. Je lui ai dit que c'était bien plus complexe que ça, que transidentité est un terme parapluie et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons d'être trans, autant qu'il y a de personnes trans en fait. On n'en a jamais reparlé, mais une semaine plus tard, il m'invite à un barbecue avec des amis et tout. Il a invité ses voisins, le couple gay. C'est Et ça marquant se du passait coup. super bien. Et comme quoi, en fait, il suffisait d'ouvrir une porte dans sa tête qu'il connaisse une personne. C'est comme tout à l'heure, je parlais de mes frères et de l'acceptation, mais il y a eu la même acceptation de tous leurs amis qui sont, tu vois, dans l'imaginaire collectif, c'est l'archétype de la racaille quand tu les vois, tu vois. C'est ces petits-là. Enfin, ces petits, ils ont 25 et 20 ans maintenant. Ils ont bien grandi les petits. Mais voilà, c'est à ça qu'ils ressemblent physiquement. Bien sûr, on est dans une société où on est vieux avant d'être entendu, hein. Mais on aurait tendance à faire l'amalgame, homophobie, etc. Non seulement ils sont pas homophobes ou transphobes ou quoi que ce soit, mais ils défendent. Quand ils entendent des propos homophobes de leurs potes et tout, ils disent oh, on dit plus ça. Et je trouve ça chouette. Même mon dernier frère, il est très gamer avec ses amis, qui me connaissent aussi depuis tout petit, hein. Je suis le grand frère un peu de la troupe, quoi. L'été dernier, pendant le mois de juin, le mois de la Pride, ils ont joué à un jeu de tir, ça devait être Call of ou un truc comme ça. Et leur logo d'équipe, c'était un logo au Rainbow Flag, tu vois. Et souvent, du coup, ils avaient des réflexions, alors qu'ils sont pas du tout homosexuels, ni les uns ni les autres, mais ils avaient cette volonté de faire comprendre que, bah oui, l'homosexualité n'a rien à voir avec tes compétences de gaming, en fait. Ni ton genre, en fait, ni ta sexualité, ni ton genre, ni rien du tout, en fait. Ta capacité de gaming, c'est ta capacité de gaming, quoi, point. Et j'ai trouvé ça chouette de voir qu'en m'ayant eu dans leur vie, mine de rien, ça a ouvert des portes, et même jusqu'à une forme de militantisme, la leur. Et en fait, pour moi, parler, c'est banaliser. Et banaliser, j'aime pas ce mot-là, parce qu'il n'y a pas à accepter. Mais banaliser, c'est accepter. En fait, c'est banaliser. Hop, on n'en parle plus. En fait, c'est ça. Banaliser, c'est plus en parler. On est loin encore, hein, je sais, hein, mais voilà, je me dis que tu te bats, je me bats à ma façon aussi, toi à ta façon avec ton podcast, les personnes qui nous écoutent et d'autres personnes se battent à leur façon, et c'est ça. Pour moi, chacun milite à sa façon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais militantisme, il n'y a pas que le militantisme des assos ou politiques. Être et exister, déjà pour moi, c'est du militantisme. Et voilà, tant qu'on continuera à ne pas perdre espoir et à continuer à être nous-mêmes, il n'y a pas de raison qu'on recule. Est-ce que tu aurais des anecdotes en rapport en fait avec ton quotidien tout simplement de personne trans à nous raconter? Ben oui, il y a une chose en fait dont on parle en fait de temps en temps toi et moi, c'est que même aujourd'hui où nos papiers sont changés, on se rend compte que quoi qu'il arrive, il y a des moments où on va devoir se retrouver à s'outer. Et pardon pour le mot,
ça fait chier. Ça devrait pas. En fait, on se dit que tout est derrière. Et en fait, non, jamais rien n'est derrière. Ça fait partie de ton quotidien, en fait, tous les jours. Je dis pas que tu vas devoir t'outer tous les jours. Mais un truc tout con où, oui, par exemple, tu vas devoir aller faire une radio, ben voilà, il faut dire, ben, j'ai une prothèse quoi, ben voilà, t'es obligé de raconter qui, quoi, comment. On peut en parler parce que justement parce que j'ai dû faire un IRM il y a pas longtemps. Oui, C'est bah pour oui, ça qu'on en c'est parle pour ça et qu'on voilà, en parle. et du coup effectivement j'avais pas pensé à cette dimension où on te demande si tu as des corps étrangers dans le Mm. corps. Donc typiquement quand on a fait une phalloplastie, voilà, on a une prothèse pénienne. On est jeune donc ça fait poser des questions Bah à oui. la personne en face et en plus ils te demandent tes dernières opérations. Donc quand tu as une liste Long d'au comme le moins bras. ouais, long comme le bras d'opération et que tu n'as même pas une ligne pour répondre, j'ai regardé la dame et j'ai dit bon, je mets quoi comme opération parce qu'il n'y a clairement pas la place. Bah, elle te dit les dernières opérations. Bah oui, les Bah oui, dernières mais il y en a opérations, 9. c'est ça, non, mais c'est la phalloplastie. Et c'est vrai que bon, là j'ai eu de la chance, clairement, franchement, où je suis allé. Ça s'est super bien Oui, passé, à tel point que c'est pas oui. normal, mais ça m'a presque choqué de n'avoir justement aucune réaction tout court, Mm. en fait, que la chose soit passée comme ça, et j'espère que ce sera de plus en plus. Oui. Mais, mais c'est vrai, voilà, ben, j'ai dû m'outer, j'ai dû ben, voilà, dire pourquoi j'ai eu ces opérations. Enfin, ils l'ont compris Mm. d'eux-mêmes d'ailleurs, mais ben voilà, Bah des fois d'ailleurs, on s'y attend pas, quoi. C'est vrai, on s'en souvient plus presque, et puis ouais, on arrive clairement. et voilà, quoi. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, du coup, où j'ai constaté aussi cette dichotomie entre avant, quand j'appelais un organisme administratif, par exemple la Sécu, c'était très compliqué de prouver que j'étais moi. Souvent, on me demandait mon numéro de Sécu, je disais 2, on me disait non. Mm. J'avais la même voix qu'aujourd'hui. Forcément, je comprends la dame de l'autre côté. Je lui disais ben si, elle me disait ben non. Des fois, on s'embrouillait. Je disais ben si, madame, c'est mon numéro, vous voulez que je l'invente Je vous invente un qui n'existe pas. Et des fois, on me demandait même le nom de jeune fille de ma mère. Mais tu te dis, attends, c'était vachement compliqué. C'était vraiment contraignant. Et j'avoue que j'ai commencé à avoir un shift depuis 2018. Donc j'aime à penser qu'il y a eu, entre autres, Plus belle la vie, mais il y a eu toutes les émissions là sur la 2 de Faustine Bollard. Bon, elles étaient pas toutes bonnes dans les faits, mais voilà, on Parfois parle des c'est choses. maladroit, mais oui, On parle des souvent. choses, on sait que ça existe. On n'a pas parlé, mais les lois bioéthiques et l'accès à la PMA pour toutes et tous, ça aussi c'est un problème. Je comprends pas. En fait, c'est ça qui me rend fou des fois, Max, c'est de me dire que, tu vois, je suis né comme n'importe quel autre citoyen. Bon, pas tout à fait parce que je suis né racisé, mais soit, je suis né en France. Comme beaucoup de personnes en France. Hein. C'est ça, je suis né en France, citoyen français. Mm. Et pourtant, puisque j'ai décidé de m'outer, parce qu'en soi j'aurais pu garder ma transidentité au fond de moi et bien fermer ma bouche, hein, mais puisque j'ai décidé de vivre qui j'étais, de m'outer, du coup, on m'a retiré une partie de mes droits. Et ça, je trouve que c'est pas normal. En fait, c'est ça, c'est d'être né, d'avoir une possession, et puisque tu es toi, comme si c'était un crime en fait, on te retire une partie de tes droits. Tellement où j'ai eu beaucoup de mal à aller faire mes papiers, comme tu le sais, pour cette raison-là, j'avais l'impression, quoi, j'ai fait un crime, pourquoi je dois aller au tribunal? C'est un crime que d'être moi? Demander des attestations à tes proches, même pas à toi-même, mais à tes proches, pour dire suffisamment si t'es un mec. D'ailleurs, heureusement, par exemple, qu'il y a eu des attestations comme mon ancienne belle-mère, mon ancien beau-père, ça m'a beaucoup aidé, m'a dit mon avocate. Marie Cassier aussi, pour le travail, mine de rien. Enfin, c'était fou de se dire que leur valeur, leur jugement, sur moi-même, hein, sur ma vie, mon vécu, le reste de ma life, il a plus de valeur aux yeux de l'État que moi et ce que j'en dis. Et ce que j'en vis, hein, parce que avant de changer des papiers, j'ai vécu cette identité, j'ai envie de dire factice, parce que c'était pas la mienne, hein, forcément. Hein. Tu vois un prénom, tu vois un mec en face de toi, un prénom de fille, tu te dis bon, je t'en veux pas à l'institution hein, d'avoir pas compris. Par contre, j'en veux à l'institution de n'avoir pas enseigné. Et heureusement que la culture, elle sert à ça. Heureusement que la télé, le cinéma, il y a une place dans nos vies assez importante pour changer les choses. Il y a beaucoup de littérature liée à la transidentité. Et c'est salvateur, enfin, de te dire, c'est pas toujours bon. On va pas se mentir que ce soit littérature, cinéma, télé, même c'est rarement bon. Mais ça a le mérite de visibiliser un sujet qui était jusque-là méconnu. Et ben là, enfin, c'est déjà un premier pas. Maintenant, à nous, justement, de faire les choses bien. On n'a pas forcément les possibilités. C'est dur hein, de produire un film, par exemple. Hein. Je découvre que c'est quelque chose de très compliqué. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on doit lâcher l'affaire. Si on a envie de créer un film, on crée un film. Si on a envie de créer un podcast, on crée un podcast. Je crois en cette société, j'y crois vraiment. Et en tout cas, je me lève pour.
C'est bien sûr un truc qui m'anime au quotidien, hein. Me dire que c'est pas normal ce qu'on vit et que pire encore, moi je me dis ça va ma vie. Il y a des fois je lis des trucs sur des posts où je tombe des nues. Je vois des mecs ou des filles vivre, que ce soit de la transphobie quotidienne, de la transphobie médicale, des complications. Tu dis non, ça doit pas se passer comme ça. Il devrait avoir du soutien, il devrait avoir ci, il devrait avoir ça. Et ben comme je disais tout à l'heure, hein, au lieu de dire il devrait avoir ci, il devrait avoir ça, crée. Voilà, fait. Je sais pas encore comment, il y a des choses, je sais pas. Heureusement, il y a énormément aujourd'hui, on a parlé de littérature, culture et tout, mais on n'a pas parlé de réseaux sociaux. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Je me dis, s'il y a eu ça à notre époque, t'imagines, il y aurait eu beaucoup moins de souffrance, je pense, de mon côté. Après, la souffrance faisait partie du chemin et je la regrette pas. Mais clairement, je suis content quand je vois que les jeunes générations, quand je vois que les gamins d'aujourd'hui, les gamins trans, ils galèrent pas comme nous, on a galéré. Moi, ça me fait du bien. Clairement, ça, c'est aussi un petit moteur de te dire. Comme toi, hein, je sais que c'est une phrase aussi que tu te dis où tu fais ça pour pas que les gens ils galèrent comme toi t'as galéré. De toute façon, il y a deux écoles, hein. Soit tu reproduis le schéma que t'as connu et tu fais galérer les gens, soit justement t'as tellement galéré que tu te dis les gens ils doivent pas vivre ça, en vrai. J'ai vécu ça, c'est injuste. Donc à aucun moment je laisserai quelqu'un vivre ça. Comme je disais tout à l'heure, chacun milite à son échelle, à sa hauteur, à sa façon. On est bien placé pour savoir justement les manquements. Et du coup, bah, Ouais, voilà, essayer d'y pallier avec nos petits moyens comme on peut, etc. Quoi. Mais c'est important. Et selon toi, quels sont justement les domaines où il faudrait agir en priorité au niveau enfin, au sujet de la transidentité, hein, surtout du quotidien des personnes trans, quoi. c'est délicat, clairement, comme question, parce que je pense que mon histoire ferait que je dirais les papiers, parce que c'est ce qui m'a fait le plus souffrir, mine de rien. Parce que, bah, comme je l'ai dit, je le savais pas à ce moment-là, mais j'ai eu la chance que ça se passe bien avec le corps médical. Mais si je prends du recul et que je suis un peu plus objectif, je pense que la priorité, c'est une meilleure prise en charge, des meilleurs soins, des personnes trans quand il y a besoin en fait d'une prise en charge et de soins. Et aussi, bah, mine de rien, voilà, c'est les deux volets, hein. L'institution. Voilà, le médical, c'est l'institution aussi. Et ben, l'institution. Parce que mine de rien, ouais, quand tu fais une transition sociale, bah oui, t'as pas besoin des soins du médical et tout, mais tu galères tout autant. Les circulaires, c'est pas, c'est mignon, hein, c'est gentil, hein, mais ça change pas les faits. Les lois non plus, hein, j'ai bien vu, hein, on l'a vu. Changer de papier, ça a été facilité depuis 2017. Oui, dans les faits, c'est pas tout à fait ce qui se passe, hein. On le sait, toi et moi, voilà, on lit des fois des absurdités sur les groupes, des témoignages. Tu te dis, mais ça s'est vraiment passé comme ça, c'est grave. À la limite, tu te dis, ouais, c'est en France que ça se passe comme ça, là. Vraiment, des fois, tu te poses des questions, hein. Tu te dis, ça aussi, c'est une priorité, mine de rien. Donc, en vrai, l'institution. Pas passer des circulaires, pas passer des lois, mais passer des formations. C'est pas parce qu'il y a la loi du mariage pour tous qui est passée en 2013 que l'homophobie elle a disparu de nos rues, hein. Ah bah, Bien au contraire, même j'ai l'impression. Par contre, j'ai compris un truc, c'est que l'institution ne change pas la population, mais la population peut changer l'institution. Donc voilà, faire des conférences, faire des rôles. Moi, c'est ce que je fais à mon échelle. Parler avec des gens, les gens vont parler avec des gens, les gens ils vont parler avec des gens, etc. Et à un moment donné, on sera plein à avoir parlé entre nous. C'est peut-être un parcours de vie original à un moment donné, ok. Mais en attendant, on le sait, toi et moi, on est des gens comme les autres et on a des rêves et des ambitions comme les autres. Voilà, comme la petite anecdote rigolote, c'est que mon papa, il me disait au téléphone, elle rentre à la maison et devient avocate. Déjà deux problèmes dans un seul mot, hein. Et je lui disais, mais non, papa, je peux pas. Mais t'inquiète pas, là c'est la galère, mais la roue elle tourne. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle tourne? Ta roue elle est carrée. Bah ouais, elle est carrée, c'est vrai. C'est vrai, hein, on va pas se mentir. Pour moi, quand t'es trans, ta roue elle est carrée. Mais ça n'empêche pas de la faire tourner. Faut juste plus de force. Et en plus, quand elle tourne, il y a tout qui tourne avec. Et c'est fou. Grâce à cette roue carrée, j'ai une vie extraordinaire et je la changerai pour rien au monde. Souvent, on se le dit ça, toi et moi. Ça a été dur cette transition. On a vécu des trucs pas rigolos, hein. En attendant, en vrai, on changerait l'histoire pour rien au monde. Pourtant, c'est drôle où plein de fois, avant, tu te dis putain, si j'étais né 6. Aujourd'hui, tu te le dis plus parce que même si tu te le dis, tu te dirais, mais j'aurais pas cette vie de ouf. Et je suis fier de cette vie de ouf et merci de cette vie de ouf en fait. Donc non, Maru Carré, je l'aime. tout ce par quoi de toute façon on est passé. Moi je reste convaincu, et je sais que toi aussi, mais voilà, que c'était nécessaire pour être pas les personnes qu'on est devenues aujourd'hui en fait, Ah, finalement, clairement. tout simplement. On Et est que la somme c'est, de nos expériences. mais c'est ça. Et effectivement, j'étais de ceux qui disaient, qui en voulaient un peu à la vie de pas être né 6. Et aujourd'hui, on va dire une dizaine d'années après, Mm. je remercie la vie, bah, finalement, d'être né comme je suis né Ouais. et d'avoir
dû faire ce chemin de vie, en fait, tout Ouais. simplement. Ouais, comme tu dis, il y a 10 ans, j'aurais aimé être né 6, mais c'était il y a 10 ans. Il y a eu toutes ces années qui se sont passées, et merci pour ce chemin, merci. Merci pour les gamelles, merci pour les galères, merci pour les belles rencontres. Est-ce qu'il y a un message que tu t'aimerais faire passer aux personnes trans? Ah bah, ce que je viens de dire, hein, même Ouais. les roues carrées, elles tournent, hein. Vous inquiétez pas. Clairement, hein. Ça, tu vois, à un moment donné, après Plus belle la vie, il y a eu un jeune homme à peine 11 ans qui est venu m'écrire en me demandant tu crois que je vais pouvoir devenir avocat? Et j'avais pas compris sa question à ce moment-là. Je lui dis comment ça? Et il me réitère en disant bah, tu crois que je vais pouvoir passer le barreau en tant que personne trans? Et je lui dis mais bien sûr, pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit bah, tu sais, en tant que personne trans, je peux être empêché, donc ça peut être compliqué. Et là, je me suis rendu compte que moi aussi, je pensais ça. Non pas à 11 ans, mais à 18. Et je lui ai dit bien sûr que y a rien qui l'empêchera de faire quoi que ce soit parce qu'il est trans. Au contraire, ça va lui donner une force en plus que les autres. Parce qu'il aura dû se... Comme je dis, moi je suis né comme n'importe quel autre garçon. C'est juste que j'ai dû me battre plus fort que les autres garçons pour devenir un homme. Contrairement à eux qui sont devenus des hommes par état de fait. Moi j'ai dû me battre. Et c'est une belle chose au final. Je l'ai regretté pendant longtemps. Mais aujourd'hui j'en suis fier parce que je sais qui je suis et je sais pourquoi. Je sais quel chemin j'ai emprunté. Je sais d'où je viens. Souvent je regarde en arrière et j'aime regarder en arrière. Mais ça, ce petit, il le sait pas encore. Et c'est ce que je lui ai dit. Ouais, c'est peut-être pas rigolo d'être né avec ces cartes-là en main. Mais crois-moi que grâce à ces cartes-là, tu vas en faire un jeu de fou. Là, t'es au début, il sait pas encore ce petit jeune homme. Là, tu vois, c'était il y a 4 ans, donc du coup, il doit avoir quoi, 15 ans aujourd'hui, ça doit être fou. Bien sûr, j'ai perdu ce contact, hein. T'imagines bien le nombre de messages que j'ai reçus. Mais bien sûr, j'ai répondu à tout le monde, et bien sûr, je lui ai répondu qu'il n'y a rien qui pouvait l'empêcher d'être avocat si ce n'est lui-même. Et qu'au contraire, cette transidentité, il va savoir ce que c'est que se battre fort pour être quelqu'un. Et que cette force-là, il va pouvoir la mettre aussi en avocat. Souvent, je me rappelle, tu sais, des fois c'est difficile, ce métier, on va pas se mentir, hein. Mais je me souviens d'où je viens. Je me souviens justement qu'il y a 10 ans, je dormais dehors. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, tu relativises beaucoup. Mais clairement, ça me permet, ce chemin-là que j'ai vécu, du coup, tu constates aujourd'hui que ça me permet de tenir clairement dans un métier difficile, mais il n'y a pas de problème. J'ai connu quelque chose la transition qui a été vachement compliquée justement. Où je me dis ça pourrait jamais être aussi compliqué, c'est pas possible. Mais grâce à ça, voilà, j'en suis clairement plus fort parce que je sais que c'est surmontable en tout cas. Et si t'avais un message à faire passer cette fois-ci, genre au monde entier? Ce que j'aurais envie de dire au reste du monde, ouais, parlez aux gens concernés directement, vous allez voir que c'est rien de tout ce que vous croyez en fait. Mais tellement pas. Même, je me dis, même t'as pas besoin de parler pour comprendre, mais bon, enfin, certains si, évidemment. Déconstruisons. Nous aussi, on a dû se déconstruire sur plein de choses, et c'est normal, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui a la science infuse, même nous-mêmes, sur nous-mêmes, on l'a pas. Donc c'est bon, arrêtons de polémiquer. Admettons ça, acceptons ça, et apprenons ensemble, déconstruisons ensemble, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, encore aujourd'hui, on déconstruit plein de choses. Et c'est pas grave, au contraire, c'est bien. Voilà ce que j'aurais envie de dire aux gens. Déconstruisons-nous. Et du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, j'aurais eu tendance à dire être heureux, mais comme être heureux, c'est de faire ce que je fais aujourd'hui, et c'est de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà. Alors c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Je te remercie énormément Jonas pour cet échange, pour ces confidences. Merci à toi. Ben, on te souhaite de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Et en tout cas, ben, prenez soin de vous. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. Et on vous dit à très bientôt.